Président. C'est sur les lieux, bien sûr. D'abord, non, la question importante pour la Commission, vous le savez bien, on en a parlé, c'est d'une part, effectivement, travailler avec toutes les associations pour rajouter tous les lieux possibles, mais c'est aussi, vous le savez bien, prendre en compte, de quelle façon, je ne sais pas, ceux qui ne sont pas passés par ces lieux. Parce que là, c'est vraiment, certains l'ont dit peut-être au moment du débat, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'en 1962, comme vous le savez, l'État ne remplit pas son rôle, c'est-à-dire ne rapatrie pas ceux qui ont porté son uniforme, ceux qui pour diverses raisons se sont battus avec elle, loyalement. Elle les abandonne, et ça le président de la République le reconnaît officiellement dans l'État. C'est dans l'article 1er de la loi. C'est bien beau de dire on reconnaît l'abandon, mais sauf que les gens qu'on a abandonnés, certains ont été tués, d'autres ont été emprisonnés, torturés, et quand ils arrivent à venir par divers moyens à la Croix-Rouge, les officiers, on en parlait tout à l'heure, qui ont sauvé leur harki en désobéissant de la famille, on va leur dire non, vous n'êtes pas passé par les camps. Je veux dire, c'est la double peine, c'est pas sérieux. Je veux dire, alors, je comprends bien que d'un point de vue juridique, c'est compliqué parce que les situations sont très diverses. Voilà, c'est pas comme ceux qui sont passés par les camps, on sait ce que c'est qu'un camp, on sait ce qu'ils ont vécu. Les autres, quelqu'un est allé chez la famille, un autre on a eu des cas dans des cabanes de jardin, enfin, ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Mais quand même, il faut au moins les écouter. Enfin, je veux dire, le rôle d'une commission comme ça, c'est aussi de les entendre. La commission, par exemple, après l'Afrique du Sud, vous savez bien, commission conciliation et vérité, ou d'autres commissions, elles ont aussi pour but de permettre aux gens de dire leur histoire, que vous la connaissiez. Après, on verra comment on peut la réparer. Je sais que vous y travaillez en demandant à l'ONAC d'étudier des indemnités, enfin, comment dire, une sorte de prime de solidarité, mais prime de secours, c'est encore plus. C'est pas ça qu'on vous demande, c'est pas des primes de secours, non, de la réparation. C'est pas la même chose. C'est bien compris. Je m'aperçois que je n'aurais pas pu vous lancer. Mais au moins, c'est très intéressant. Alors, non, mais très bien, on en a parlé et on échange très régulièrement et c'est ainsi que les choses doivent fonctionner. Alors, la commission, je m'étais engagé, on vous remet 5 exemplaires papier du rapport d'activité qui a été remis à la Première ministre en présence de la secrétaire d'État le 16 mai dernier, avec un mot, l'annexe 4 retouchée, il n'y a aucun problème. Sur la version d'ailleurs qui circule sur Internet, l'annexe est retouchée. Toute autre information ne me paraît pas loyale. Que va faire la commission, qu'a fait la commission à partir de la remise de ce rapport? On va continuer la logique que nous avons débutée. Parce que comme le dit régulièrement le président, nous avons une loi. Vous l'avez dit, monsieur le président, c'est une œuvre humaine, elle est imparfaite, mais nous travaillons avec la loi. Et le président et son secrétaire général, si nous n'étions pas d'accord avec la loi, nous n'aurions pas accepté le job. Donc, on essaye de pousser les murs de la loi au maximum. Le travail sur les sites donc, a débuté l'année dernière, il se poursuit. Pour vous donner peut-être quelques indications, l'année dernière, nous avons étudié 87 sites et nous en avons proposé 45. Pour l'année qui court, on est à peu près dans le même volume qu'il reste. Entre les 15 que nous n'avons pas eu le temps, qui étaient déjà dans notre rapport, dans le rapport que je vous remets, mais qu'on n'a pas eu le temps de traiter, parce que nous avons souhaité rendre le rapport à la date anniversaire, pour qu'il y ait en réalité 4 rapports, puisque les membres de la commission ont été nommés pour 4 ans. Ça veut dire que la commission s'arrêtera au bout de... Mais en tout cas, les membres actuels, c'est leur champ visible. Nous en avons une vingtaine qui étaient en attente de pièces supplémentaires. Nous avons eu d'excellentes relations avec le SHD, c'est assez normal puisque la chef du SHD est membre titulaire de la commission. On a eu des ouvertures d'archives et on a bon espoir que sur ces 20 sites, on puisse avancer. Et nous avons plus de 40 sites qui ont surgi depuis le rapport.
même on est plus proche des 50 que des 40. Donc nos historiens sont au travail et nous en traiterons le maximum, notre objectif étant de les traiter tous. Sur le point que je n'éluderai pas, il y a ceux qui sont passés dans les camps, les hameaux de forestage. On passe quand même de 89, on passe de 49 à 134 sites, et si on en ajoute quelques-uns l'année prochaine, on en ajoute X l'année prochaine, X n'étant pour l'instant pas connu, ça fera quand même, on aura quand même changé le nombre d'ayants droit de la loi, puisqu'on a ajouté 14 000 ayants droit avec les 45 sites, et voilà, donc on augmente le champ des personnes, on augmente le champ des ayants droit. Vous avez raison, nous recevons des témoignages quasiment quotidiens, d'abord au téléphone, par toutes sortes de biais, qui nous laissent à penser que beaucoup de harkis ont souffert, même s'ils ne sont pas passés dans les camps, dans les hameaux de forestage. Donc ça, c'est évidemment un sujet que nous avons bien en tête. Nous allons, par ailleurs, nous sommes attelés, et c'était une demande, je crois que c'était une demande un peu générale de l'ensemble des associations, nous nous sommes attelés et nous débuterons dans le rapport de l'année prochaine, et c'est en lien aussi avec le sujet que l'on vient d'évoquer. On va essayer de faire en 1 ou 2 ans un bilan exhaustif, le plus global possible, le plus objectif possible, des conditions d'hébergement des harkis et de leurs descendants au moment où ils sont arrivés en France. Voilà, comme ça on aura un panorama complet dans les camps, dans les hameaux, et puis en milieu, alors on dit en milieu ouvert, c'est assez, ça n'est pas le bon terme, de ceux qui ne sont pas passés dans les structures, entre guillemets, dites officielles. Vous avez raison, Monsieur le Président, c'est très important de recueillir leurs paroles. Donc on le fait, le SHD, le service historique de la Défense, en a fait une priorité. Pour tout vous dire, le 25 septembre, il y aura un certain nombre de paroles qui seront recueillies à Paris. Nous leur avons trouvé une salle dans le centre de Paris pour qu'ils puissent recueillir des témoignages. On a, et j'en profite pour vous en dire un mot, le site internet. On a déjà publié 40 témoignages. Alors, il sert, ce site, à recueillir des témoignages. Il sert aussi à être un centre un peu de ressources, et nous comptons sur vous, nous comptons sur vos membres, et plus globalement sur l'ensemble des harkis, pour nous passer des éléments de manière à ce que le centre de ressources soit le plus achalandé possible. Voilà. Merci. Monsieur le secrétaire général, une précision. Vous nous dites que vous travaillez dans le cadre de la loi, et nous le comprenons. Cependant, la loi vous donne aussi un rôle, c'est de faire des propositions pour l'améliorer. Dans ce que M. Amoumou évoquait, c'est-à-dire tous ceux que la loi a écartés dans un premier temps, maintenant que vous avez un certain nombre de témoignages, que vous avez entendu beaucoup de gens, vous avez fait le tour, vous avez rencontré beaucoup de gens, est-ce qu'il est dans votre intention ou dans l'intention de la Commission de proposer une modification de la loi pour inclure tous ceux qui ont été touchés par la double peine qui a été évoquée tout à l'heure? Oui, surtout que j'ajoute, comme vous le savez, qu'au mois de mai, au mois de mai, j'avais écrit au nom d'Agir, bien sûr, au président de la République pour l'alerter là-dessus, et qui a transmis à la ministre concernée, qui était à l'époque Mme Geneviève Darrieussecq. Je vous ai transmis ce courrier. Ce courrier de Mme Darrieussecq, elle me fait très clair. Elle dit, suite à votre intervention auprès du président de la République, en gros, je résume, je vous informe que la Commission pourra étudier ces cas et faire des propositions de reconnaissance et de réparation. Et moi, je me suis toujours battu sur ce terme réparation. Ce n'est pas une aide qu'on demande, ce n'est pas de la solidarité, c'est pas la... Réparation.
Voilà. Et donc, c'est dit très clairement. Sauf que, quand on en a parlé au moment du déjeuner, Madame Garlet dit moi, je n'ai pas connaissance de cette lettre. Bon, très bien, on lui a donné. Bien maintenant, alors, on peut dire les ministres disent n'importe quoi, évidemment, enfin, quand même. Ils s'engagent, ils font bien quand même référence à un courrier au président de la République. Voilà. Donc, non, vraiment, il va falloir le traiter. Il va falloir le traiter, parce que là, on tourne autour du pot. Non, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont souffert du fait de l'abandon, donc de la responsabilité de l'État, qui a été reconnue officiellement. Il faut en tirer les conséquences. Oui, Monsieur le Président, certes, il faut en tirer les conséquences, mais... Oui, très bien. Non, mais nous avons choisi, parce que vous savez bien que pour faire avancer un sujet, ça prend... Nous, on a pris le sujet il y a un peu plus d'1 an. Au bout d'1 an, vous aviez ce rapport avec ces 40... Non, mais vous avez 80... Là-dedans, vous avez 85 pages d'expertise sur 87 sites. Sur les 87 sites, il y en a 45 de proposés. Ça, c'est du solide, c'est quelque chose qui existe. Donc, nous allons poursuivre cette démarche. Chemin faisant, c'est une évidence que la vision que nous avions du dossier lorsque nous sommes rentrés dedans et la vision que nous avons désormais après être allés beaucoup sur le terrain, après avoir beaucoup écouté de façon formelle, informelle, évidemment qu'on prend de la matière qui nous permet d'alimenter notre réflexion. Mais il ne faut pas qu'on perde le fil du travail. L'année prochaine, nous aurons des sites supplémentaires qui auront été expertisés, en plus des 89 sites qui se trouvent dans le décret du 18 mars 2022. Au moment où on se parle, on aura vu, si on arrive à traiter au mois d'avril prochain, on aura vu 150 sites supplémentaires. Et je pense que personne dans cette salle n'imaginait qu'on expertiserait autant de sites supplémentaires. C'est pas dire qu'on va tous les valider, mais ça en fait beaucoup. Nous avons choisi également, parce que c'était une demande forte de l'ensemble des harkis et de leurs familles, d'avoir une analyse exhaustive de leurs conditions d'accueil en 62. Et c'est sur cette base-là que nous pourrons ensuite, mais il me semble que c'est plutôt une phase, on ne peut pas tout faire en même temps, que c'est plutôt une phase ultérieure où nous verrons ce qui pourra être les propositions qui pourront être faites pour ceux qui ne sont pas passés dans les structures d'accueil. J'ajoute que, comme nous nous y sommes engagés lorsque nous nous sommes vus au mois de juin avec votre bureau national, une séance de travail longue et de notre point de vue fructueuse, on s'était engagé sur l'affaire des veuves, sur le fonds de solidarité, le directeur de cabinet en a parlé, et sur l'affaire de la fondation. Voilà. Je vous dis où nous en sommes au moment où je vous parle. Évidemment, les choses vont évoluer, hein, le travail continue. C'est que sur le terrain, nous avons du mal à faire face, nous, aux différentes remontées et aux questions que l'on nous pose incessamment sur la reconnaissance de lieux ou de personnes qui ont vécu hors de ces structures. On va prendre une série de questions, mais je vous demande de jouer le jeu. Voilà, merci Amina, de faire comme ça des questions brèves et pas des rapports pour qu'on ait le temps de répondre. Et la deuxième question aussi. Oui, allez. D'abord, je m'adressais à monsieur le représentant de madame Miralles. Excusez-moi. Allez, une seule question. Excusez-moi, on en a discuté tout à l'heure dans le couloir, c'est pour la représentation de la communauté arctique au sein de l'ONAC, aux commissions solidarité mémoire. On m'a dit qu'il fallait qu'il fasse partie intégrale de l'ONAC, mais jusqu'à maintenant, je pense que les harkis et les enfants d'Arctique font partie de la communauté de l'ONAC. D'accord, merci. Merci. Dans ma question. Non, mais après, attends, on va poser cette question. Alors, Faïma, mais vraiment, oui, mais il faut jouer le jeu et être rapide. J'ai plusieurs questions. Moi, j'aurais une question à monsieur le préfet. Comment allez-vous analyser les conditions de vie l'année prochaine des harkis?
Merci. Alors, non, attends. Elle est courte. Oui, très bien, merci, il fallait abaisser. On dit souvent que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Les questions aussi. Oui, bonsoir. Moi, je voulais poser la question par rapport aux veuves oubliées, dont les maris sont décédés avant la loi, et qui sont les oubliés de la loi. Je voudrais savoir où c'est que ça en est. Merci. Alors, je reformule cette question, parce que c'est un des points importants, et notamment à l'adresse de Madame la députée, membre de la commission des finances, et avec un rôle important dans cette commission. Il semblerait que ce soit Bercy qui pointe, parce qu'il y a un coup. Il faut que les choses soient claires. C'est quoi le débat? Parce que c'est pas évident. Et vous savez, vous avez 36 000 dossiers à traiter, donc je comprends que vous ne soyez pas forcément spécialiste de la question. Simplement, en une minute. En 2005, il y a une loi qui est votée et qui donne en gros 3 options aux gens. Soit prendre 30 000 euros, ce qu'on appelle un capital, et pas de rente annuelle mensuelle, soit 20 000 plus une rente, soit pas de capital du tout, une rente plus importante. Voilà. Ça, c'est la loi de 2005. Ensuite, il y a 2016, il y a la loi rectificative de finances qui permet à des veuves qui n'avaient pas fait leur dossier d'être récupérées. Ça fait presque 200 personnes, donc c'est très bien. Et puis il y a la loi que vous connaissez de 2023. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà la situation. Si vous avez opté, on a obtenu du président de la République, je m'en souviens très bien, ça, on a discuté directement à l'Élysée avec son chef de cabinet, non pas son chef de cabinet, M. Jean Leroc, et son conseiller mémoire. C'est de dire qu'il faudrait qu'on double. Bon, ils ont dit oui, sauf que c'était un peu rapide, parce que du coup, ceux qui touchaient 250 de rente, ils ont eu 500, ceux qui touchaient 350, il y a l'option 3, qui avait peu de capital, touchaient 700, mais ceux qui avaient choisi les 30 000, comme ils touchaient 0 de rente, 2 fois 0, ça fait toujours 0. Bon. Sauf que quand on fait le calcul, c'est pas bon, je vais l'apprendre, c'est très facile. Quand on compare ceux qui ont touché 30 000 en 2005, donc aujourd'hui ils n'ont toujours que 30 000. Mais ceux qui ont pris 20 000 plus la rente, ils en sont aujourd'hui à 55 000. Et ceux qui ont pris l'option pas de rente, mais une option un peu plus importante, ça fait à peu près 45 000. À la gauche, peut-être un peu plus, c'était l'an dernier que j'avais fait ces calculs. Donc déjà, il y a une disparité. Deuxièmement, on dit, ceux qui, en 2005, si c'est le mari qui était encore vivant en 2005, qui a pris l'option 30 000, on permet à leur veuve aujourd'hui de toucher la rente. Mais si c'est elles, parce que leur mari était mort avant 2005, qui ont fait le choix des 30 000, on dit non, c'est vous qui avez choisi, vous avez droit à rien. C'est-à-dire, c'est pas pensable, c'est moralement pas possible. En plus, même d'un point de vue juridique, elles peuvent vous dire, mais attendez, mon choix, quand je l'ai fait en 2005, je ne savais pas que la rente mensuelle, elle allait être de ce montant-là. C'est un peu comme en contrat du travail. Je dis, en droit du travail, si vous changez une des conditions substantielles du contrat de travail, ben, vous ne pouvez pas le faire sans l'accord de la personne.